Dans la vie des nations, il y a quelquefois des moments difficiles. Lorsque ces moments se précisent, l'État a l'impérieuse obligation d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Dès lors qu'un péril imminent s'annonce, l'État doit prendre un certain nombre de mesures pour endiguer au maximum les effets néfastes d'un tel péril. Le péril imminent, c'est quoi? Ça peut être des atteintes graves à l'ordre public, des menées subversives ou simplement une calamité publique. Exemple, au Niger, au Tchad, au Nigeria, comme en France, l'état d'urgence a été décrété pour faire face à la menace terroriste. Mais en Guinée, l'état d'urgence a été décrété pour faire face à Ebola. En Haïti, l'état d'urgence a été décrété pour faire face à l'ouragan Sandy. Tous ces événements ont été considérés comme des menaces suffisamment graves pour que des mesures pouvant restreindre les libertés soient prises. Et c'est là qu'on entre dans l'état d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a urgence à prendre des mesures pour protéger les populations. Et ces mesures, je l'ai dit, peuvent restreindre certaines libertés. La liberté de circuler, aller et venir librement, quelquefois des libertés comme la liberté de presse, etc., etc. Mais même pour protéger les citoyens, l'État ne fait pas tout, n'a pas le droit de tout faire. L'état d'urgence n'autorise pas à porter atteinte au droit à la vie. L'état d'urgence n'autorise pas à torturer. L'état d'urgence n'autorise pas les traitements inhumains et cruels. L'état d'urgence est accepté par le droit international, en particulier par le Pacte international sur les droits de l'homme. Parce que, encore une fois, il est important pour un gouvernement, quelles que soient les difficultés, de protéger la vie, les biens, la sécurité des citoyens. Voilà donc dans les grandes lignes ce que c'est que l'état d'urgence. Cet état d'urgence peut s'exercer selon les menaces sur une partie du territoire ou sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement peut dire l'état d'urgence, c'est dans telle commune, dans tel cercle, dans telle région ou sur l'ensemble du territoire national selon la nature des menaces. En l'occurrence, il a été décidé de faire l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Comment se met en marche l'état d'urgence? D'abord, c'est une disposition prévue par notre Constitution et qui dit que le président de la République décrète l'état d'urgence après délibération du Conseil des ministres. Vous l'avez suivi. Hier, il y a eu un Conseil des ministres extraordinaire sur un seul ordre du jour, l'état d'urgence. Délibéré en Conseil des ministres, à la suite duquel le président de la République a pris un décret. Mais lorsque le gouvernement décrète l'état d'urgence, il ne peut pas dépasser 10 jours. Si la menace persiste, si les périls demeurent, l'état d'urgence ne peut être prorogé que par l'Assemblée nationale. Et par l'Assemblée nationale seule. Vous savez qu'entre deux sessions de l'Assemblée nationale, le gouvernement peut légiférer par ordonnance. Mais la prorogation de l'état d'urgence échappe
aux ordonnances. Il faudrait que l'Assemblée, même si elle est en vacances, soit convoquée pour qu'elle accepte de proroger l'état d'urgence. Pourquoi? Parce que j'ai indiqué que l'état d'urgence restreint les libertés. De nombreux pouvoirs sont transférés à l'autorité administrative, qu'il s'agisse des gouverneurs, des préfets ou autres, leur pouvoir s'accroît. Et il peut prendre des mesures soit pour interdire, soit pour restreindre, soit pour renforcer. À titre d'exemple, pendant l'état d'urgence, les autorités administratives, ou l'autorité administrative pour parler de façon plus générale, peut restreindre la circulation des personnes, des véhicules ou des biens à des endroits bien délimités ou à des heures bien définies. De la même manière, pendant l'état d'urgence, des zones de sécurité peuvent être définies. Et l'autorité administrative peut interdire de séjourner en ces lieux pendant la durée de l'état d'urgence. Les cortèges, les défilés, les rassemblements, les manifestations sur la voie publique peuvent être interdits. Ne sont pas obligatoirement interdits, mais l'autorité administrative, au vu des menaces, peut décider de les interdire ou de ne pas les interdire. Le contrôle au niveau des frontières est accru parce que la menace peut être transnationale ou peut être importée. Des activistes réputés dangereux peuvent être assignés à domicile et les lieux publics tels que les salles de spectacle, les stades, les débits de boissons et même quelquefois, lorsque le péril peut atteindre ou émaner de ces endroits, les lieux de culte peuvent être fermés. Les réunions publiques ou privées peuvent être interdits lorsqu'ils sont susceptibles de créer un désordre. Bien évidemment, les armes sont recherchées et confisquées et la circulation des avions, des aéronefs peut être restreinte ou interdite. Les mesures que je viens d'annoncer sont dans la nature même de l'état d'urgence, mais il y a d'autres mesures qui peuvent être adoptées, mais de façon expresse. Il faut que le décret les vise expressément. Il s'agit des perquisitions de jour et de nuit par les autorités administratives ou judiciaires, ce qu'on appelle l'internement administratif, le contrôle des correspondances postales, télégraphiques ou téléphoniques, ou l'usage des armes par la police lorsque des citoyens présentent une menace imminente et grave. Voici la panoplie des mesures, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont automatiquement et intégralement appliquées. Elles peuvent être appliquées en cas de nécessité et seulement en cas de nécessité. Mais la loi permet qu'il en soit ainsi. Si des mesures aussi fortes sont permises, il faut des garanties pour les citoyens, ce qui est prévu par la loi. Il y a une commission consultative que n'importe quel citoyen peut saisir pour dire qu'il y a un abus. Et cette commission est présidée par un magistrat du siège, donc un magistrat totalement indépendant qui peut toujours dire « Monsieur le préfet, vous exagérez ». Une chose importante, toutes ces mesures ont uniquement pour but, exclusivement pour but, de protéger le citoyen. De protéger le citoyen, avec son implication, avec son concours.